Alors, je vous invite à l'atelier 2 maintenant. Lors du premier atelier, on a vu la réalité, mais quelque chose un petit peu noir, un petit peu beaucoup aussi, noir. Mais il y a aussi des côtés moins sombres et surtout des pratiques gagnantes. Alors, ce sera le sujet de deuxième atelier. Je veux simplement vous signaler, et c'est tout à votre honneur de votre région, lorsque le SNIP a fait la recension et avec le COFPE, le comité d'orientation de la formation, l'ex-comité d'orientation de la formation et tout. Alors, je pense que c'est votre région qui a gagné la palme sur le plus de commissions scolaires, je dis bien plus, de commissions scolaires qui ont déjà mis en place un programme. Il y en a d'autres qui sont en voie d'eux et j'inviterai toutes les commissions scolaires que vous ayez un petit document ou un dépliant à nous le faire parvenir pour justement le déposer sur le site du SNIP pour le faire connaître. Alors les idées, on ne veut pas que les commissions scolaires recommencent à inventer le bouton à 4 trous dans leur milieu. Servez-vous des boutons qui existent et cousez ça tout ensemble de fil blanc et vous allez voir, ça va faire un beau partenariat. Alors, j'inviterai M. Michel Nadeau qui va inviter la responsable de l'atelier. Merci. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Catherine Dufault, qui est enseignante de français au secondaire à l'école de la Courbilloise, qui va nous présenter une expérience gagnante à la commission scolaire de première séminaire. Catherine? Alors, bien le bonjour à tous. Comme M. Nadeau l'a dit, mon nom c'est Catherine Dufault et j'enseigne depuis 8 ans à l'école secondaire de la Courbilloise, à la commission scolaire des premières seigneuries. Au tout début de ma carrière, j'ai eu la chance de vivre une expérience d'intégration des nouveaux enseignants. Alors, pour ce faire, cette expérience-là consistait à analyser des situations vécues dans notre quotidien. Alors, on était 6 enseignants, 4 enseignants qui étaient des nouveaux enseignants et 2 enseignants d'expérience. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard en quoi consistait et quelle stratégie, quels moyens on a pris pour étudier justement ces études de colloque. Alors, cette expérience-là est née surtout parce qu'il y avait un désir de briser l'isolement. Alors, quand on arrivait dans un nouveau milieu, on avait de la difficulté à parler des situations problématiques qu'on vivait pour plusieurs raisons. Entre autres, on l'a vu dans les scènes qui ont été mises au premier atelier, la difficulté, la peur du jugement, peur d'être jugé par la direction, peur d'être jugé par nos pairs, parce qu'on veut toujours bien faire et on veut justement avoir un contrat l'année suivante. Donc, c'était vraiment en partie pour ça qu'on a décidé de vivre cette expérience-là. En plus, il y avait aussi la volonté de créer des liens entre collègues. Alors, on l'a vu souvent, on est un petit peu gêné, on arrive dans un nouveau milieu, on ne connaît pas nécessairement beaucoup de gens. Alors, le fait justement de parler de notre pratique, ça nous aidait à créer des liens, puis on va le voir par la suite, l'impact que ça a eu, c'est vraiment que le matin, si on avait quelque chose à dire à propos d'une situation qu'on avait vécue dans nos classes, on était pas mal moins gênés d'en parler entre nous. Et la troisième raison, c'est aussi le fait qu'on manquait de recul. Souvent, on arrivait dans nos classes, on agissait, on réagissait, mais on ne prenait pas le temps de réfléchir pour essayer de ne pas reproduire les mêmes comportements qui n'ont peut-être pas été les comportements les plus adéquats. Alors, de cette façon-là, on se dit, en s'assoyant, en écrivant, par la suite, on était capable de voir qu'est-ce qui fonctionnait mieux, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que la situation problématique soit peut-être justement un petit peu moins problématique. Alors, si vous suivez, je suis déjà rendue à la deuxième à cette étape, c'est-à-dire la pratique gagnante. Alors, comment on s'y est pris? Bien, premièrement, on a dû écrire une situation qu'on avait vécue dans laquelle on se trouvait, qu'on avait bien réagi, donc un de nos bons coups. Et puis, on devait écrire une situation où on trouvait qu'on avait peut-être un petit peu moins bien réagi, donc une situation plus problématique. Une fois que ces situations-là ont été écrites, les 6 participants, on se les a échangées. Donc, on devait lire le bon coup des autres et la situation où ils se sont sentis peut-être un petit peu moins aptes à répondre aux besoins. Et on devait écrire quelques commentaires. Ces commentaires-là, c'est certain qu'on les faisait le plus possible, mais en tout cas, au meilleur de notre connaissance, puis sans porter de jugement. Alors, c'était bien important, très important pour nous autres.
Puis en plus, on prenait le temps de lire ce qui se passait dans les autres classes. Alors, comme on n'avait pas nécessairement l'œil, ou on n'allait pas dans les autres langues, on pouvait quand même savoir un petit peu qu'on n'était pas seuls, on n'était pas les seuls à vivre des difficultés ou des bons coups. Par la suite, la troisième étape, c'était finalement là, qui était peut-être l'étape la plus intéressante, on communiquait entre nous qu'est-ce qu'on avait retenu des situations. Donc, ça nous permettait de voir la perception des autres sur ce qu'on avait vécu, puis nous, de donner notre point de vue ou de donner les moyens qu'on aurait utilisés pour régler la situation ou pour essayer de régler la situation problématique vécue par les autres. Alors, ça, c'est un peu les stratégies qui avaient été mises là, en place. Puis, ce que ça a eu comme impact, bien, 3 gros impacts très importants. Alors, on parle de création de liens et puis d'un réseau de communication. Alors, bien sûr, comme on l'a vu dans les sketchs auparavant, on parlait souvent des 5 à 7. Bon, les 5 à 7, c'est un lieu d'échange. Mais par contre, quand on a réussi à faire une table ronde, on a réussi à communiquer, bien, des fois, on peut le faire informellement, soit justement durant une pause, soit le matin, puis on sent qu'on n'est pas jugé, puis que, justement, c'est pas ça qui va faire qu'on aura un contrat ou qu'on n'en aura pas l'année d'après. Après ça, il y a une énorme prise de conscience qui s'est faite, c'est-à-dire qu'on savait qu'on n'était pas les seuls à vivre des bons moments et des moins bons moments. Donc, peu importe que tu aies de l'expérience en enseignement ou que tu en aies moins, habituellement, bien, peu importe, il y a toujours un moment où ça va moins bien, puis ou des moments où ça va très très bien. Donc, le fait de prendre conscience justement que oui, on vivait des bons moments et des moins bons, bien, ça nous a aidé à dédramatiser la situation. Pour terminer, bien, on parlait aussi de la réflexion sur la pratique. Bien, ça nous permettait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, en tout cas, tout au moins d'essayer. C'est certain qu'on a nos personnalités qui nous ramènent souvent à la même façon d'intervenir. Puis, de voir des nouvelles stratégies proposées par nos collègues. Alors, souvent, si moi j'ai réagi de telle façon, ça ne veut pas dire que la personne d'à côté aurait réagi de la même façon. Donc, ça nous permettait de voir qu'il y avait peut-être d'autres moyens d'intervenir. Puis tous les moyens qu'on adopte, on a réalisé que ça se faisait surtout au niveau, il fallait que ces moyens-là correspondent à notre personnalité, à notre expérience et à nos valeurs en tant qu'enseignants. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est peut-être que les cas, c'était autant des cas de gestion de classe que des problèmes aussi qu'on avait pu avoir au niveau pédagogique, multiple planification, ou, etc. Peut-être le seul point à améliorer, le seul petit point négatif des études de cas, c'est le fait que ça a été fait seulement 1 an. Alors, il me semble que si on avait poursuivi l'expérience des années ultérieures, bien justement, les 6 enseignants qui avaient participé à cette expérience-là auraient peut-être pu solidifier leur lien et aussi peut-être étendre ce réseau-là au reste de l'école. Alors, c'est un peu ce que j'avais à dire à propos de l'étude de cas. Merci, Mme Dufour, Commission scolaire de la capitale. Suzanne Caron, qui est conseillère pédagogique, et Mme Joanne Paradis, qui est directrice au primaire de l'école Jeunes du Monde, dans le secteur Limoilou, vont nous faire une présentation de leur pratique. Alors, bonjour tout le monde. Je dirige l'école des Jeunes du Monde depuis 4 ans. Cette école-là est située dans le quartier Limoilou à Québec. Je vous décris rapidement mon école. Alors, c'est une école de près de 450 élèves répartis en 2 pavillons. On y dispense l'enseignement de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Mon école est une école de milieu très défavorisé. C'est également un milieu multiethnique. On reçoit dans mon école des élèves qui peuvent provenir de plus de 25 pays dans le monde. J'ai un corps professoral jeune, composé de plus de 30 enseignants. En grande majorité, bien entendu, un personnel féminin, avec toutes les belles nouvelles que cela engendre, des grossesses, beaucoup de grossesses, des retraits préventifs, des congés de maternité, des obligations familiales nombreuses, donc des enseignants aussi qui sont en tâches partagées. Bonjour, alors moi je travaille au service éducatif des jeunes et je suis responsable du programme d'insertion professionnelle. Je suis également en soutien aux directrices adjointes à la pédagogie qui interviennent dans nos écoles de milieux défavorisés. Je vous dirais qu'il y a un lien étroit entre les 2 dossiers dont j'assume la responsabilité, puisque depuis quelques années, on remarque que de nombreux enseignants débutent leur carrière dans les écoles des milieux défavorisés. Alors, le problème que l'on a vécu cette année à mon
école est liée, bien sûr, à l'arrivée d'un nombre important de nouveaux spécialistes, en raison de l'augmentation du nombre d'heures en éducation physique, avec l'enseignement de l'anglais dispensé dès la première année. On a eu beaucoup de jeunes personnels. La particularité aussi de notre commission scolaire, c'est qu'on a des écoles qui sont diversifiées quant aux catégories de clientèle. Alors, il arrive que dans des milieux comme le mien, des enseignants expérimentés quittent pour des milieux qui sont réputés avoir une clientèle un peu moins lourde. Alors, j'ai accueilli au mois d'août, 3 jeunes spécialistes qui ne connaissaient pas ma clientèle et que ma clientèle ne connaissait pas non plus. C'est important de le dire parce que les enfants ont ce besoin de stabilité-là. Alors, ces jeunes enseignants, ça a été un choc de culture. Ils ont été confrontés rapidement à un nombre important d'élèves à risque. Donc, à la nécessité d'avoir une bonne gestion de classe, des interventions cohérentes, constantes, beaucoup d'assurance, ce qu'on n'a pas toujours quand on commence en début de carrière. Ils ont été confrontés aussi à un nombre important de parents qui entretiennent des rapports complexes avec l'école. Intervenir auprès de certains parents exige une maturité professionnelle que des jeunes enseignants n'ont pas encore réussi à acquérir, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que justement ce sont des choses qui sont difficiles et pas toujours encore développées. Ils sont confrontés à des classes qui sont composées dans mon école de jusqu'à 42% d'élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Les problèmes de communication se multiplient. C'est bien sûr pas comme la région de Montréal, mais ça existe quand même, cette particularité-là dans mon école. Chez nous aussi, on a une clientèle en mouvement. On traite plus de 50 arrivées-départs en cours d'année. Ça implique et ça nécessite une très grande capacité d'adaptation de la part du personnel. Ils ont été confrontés, ces enseignants, ces 3 enseignants-là, à leur propre valeur, à leur propre jugement, puis bien sûr à leur idéal de réussite. L'arrivée de ces 3 nouveaux enseignants a eu un effet de masse sur mon milieu, puisque c'est 100% de ma clientèle qui a été touchée. J'ai rencontré tous les élèves de mon école. Les conséquences ont été importantes. Mon milieu, qui normalement, avec un encadrement quand même, disons, soutenu ou expérimenté, fonctionnait relativement bien. Mais ça s'est fragilisé. Après quelques semaines, il y a eu des situations qui étaient très difficiles. Les nouveaux spécialistes, pour tenter de trouver des solutions, avaient de plus en plus recours à des ressources externes, l'éducatrice spécialisée de l'école, des collègues, la direction. Il n'y avait pas toujours à ça un effet positif à long terme. Au contraire, la situation a eu tendance à se dégrader graduellement parce que plus on est nombreux à s'occuper de ces situations-là, bien, c'est pas toujours très efficace. Ça a amené chez ces jeunes enseignants un découragement, un essoufflement général et une confiance qui s'effritait. Il y avait beaucoup de temps qui était investi pour eux à l'encadrement des élèves, mais les résultats étaient minimes. L'inquiétude les a gagnés, particulièrement en ce qui concerne les exigences du programme. Ils se demandaient de plus en plus s'ils allaient réaliser les exigences que le programme comportait au fur et à mesure que le temps s'écoulait. Il y avait également un inconfort de la part des collègues là, qui s'installaient. Au départ, les collègues veulent toujours aider. C'était comme ça dans mon école. Il y avait une volonté de faire équipe, de s'entraider, de soutenir. Même, je vous dirais, de prendre sur les épaules les problèmes que rencontraient nos jeunes enseignants. Mais après un certain temps, c'est l'ensemble du personnel qui est devenu de plus en plus fatigué parce que ça se répercutait dans les classes, dans toutes les classes. Et graduellement, le personnel de mon école a voulu un peu se dégager de ça parce que, mais sans vouloir dénoncer les nouveaux enseignants, c'est entendu. En novembre, la situation était, je dirais, là, ce qui est décrit ici, des problèmes disciplinaires dans la classe, dans l'école, sur la cour, des difficultés au niveau de l'implication, de l'engagement. Le moral des troupes était très, très bas et on est inquiet pour la réussite de nos élèves. Donc, pardon, avant de vous parler de la mesure que l'on a privilégiée auprès des jeunes enseignants spécialistes d'anglais et d'éducation physique à l'École des jeunes du monde, je vais vous faire part de la démarche qui nous a amené, qui a conditionné les choix qu'on a faits.
Alors, comme tous les nouveaux enseignants sont à leur premier contrat à la commission scolaire de la capitale, nos 3 spécialistes ont bénéficié des services offerts dans le cadre du programme d'insertion professionnelle. Alors, concrètement, ils étaient jumelés à un enseignant d'expérience, ce qu'on appelle chez nous le service d'accompagnement professionnel. Ils ont participé aussi à un atelier de formation avec une conseillère pédagogique spécialisée sur la gestion des comportements difficiles. Et cet atelier-là a été suivi de 2 cafés pédagogiques facultatifs auxquels ils pouvaient participer en fin de journée. Situé en milieu défavorisé, l'école bénéficie aussi de la présence d'une directrice adjointe à la pédagogie qui leur a apporté du soutien. Et ils pouvaient, sur le plan didactique, je voudrais faire appel aux conseillers pédagogiques du service éducatif qui sont rattachés à leurs disciplines respectives. Donc, toutes ces mesures-là sont bonnes. C'est des mesures qui ont fait leur preuve et je dirais que, mais considérant la problématique que Mme Paradis vient de vous décrire, c'était pas approprié ni, disons, adapté au contexte auquel on était confrontés. Alors, on s'est rencontrés pour faire une analyse de la situation et finalement, on s'est dit qu'il fallait trouver quelqu'un disponible qui pouvait intervenir rapidement auprès d'eux, mais de façon aussi intensive. Et pour pouvoir actualiser, dans le fond, notre mesure d'accompagnement qu'on voulait mettre en place, on a eu recours au service de dépannage. Alors, en quelques mots, le service de dépannage, c'est un service qui est aussi offert dans le cadre du programme d'insertion professionnelle. Et parce qu'on prévoit annuellement un montant d'argent pour ce service, mais dans le fond, ce que ça nous permet de faire face à ce genre de situations, des situations qui sont parfois, je dirais, imprévisibles ou inhabituelles, et puis ça nous donne donc une marge de manœuvre. Alors, pour nous, ça facilite l'initiation de nouveaux modèles d'accompagnement, et puis ça assure une souplesse à notre programme aussi d'insertion professionnelle. Donc, notre première préoccupation lorsqu'on s'est rencontrés, c'est ça, c'était le choix de la personne qui pouvait intervenir auprès et s'engager avec nous dans cette démarche-là. Et je vous dirais, compte tenu de l'urgence de la situation, on avait plusieurs critères. On cherchait quelqu'un qui connaissait la formation initiale reçue récemment par les nouveaux enseignants, qui avait une bonne connaissance du milieu scolaire, quelqu'un qui maîtrisait bien aussi le programme de formation de l'école québécoise et à qui on reconnaissait des qualités mentorales. Donc, au début, c'est sûr qu'on a pensé à nos enseignants, parce qu'on a une équipe d'enseignants qui font de l'accompagnement expérimenté, mais on a rapidement opté pour aller chercher une personne ressource hors réseau, simplement pour éviter de fragiliser un autre milieu. Parce que présentement, on vit une pénurie au niveau des suppléants d'éducation physique en anglais, alors ça aurait été peut-être de déplacer le problème dans une autre école. Alors, pas simple à trouver, je vous dirais, mais par un heureux hasard de la vie, Mme Paradis connaissait Mme Henriette Jolin, qui est superviseure de stage et qui est aujourd'hui parmi nous, et qui a accepté de s'engager dans cette démarche-là avec nous. Donc, et ça a été un avantage très important puisque s'associer avec Mme Jolin, ça l'a assuré pour les nouveaux enseignants une belle passerelle entre l'expérience vécue en formation pratique et la nouvelle expérience du marché du travail avec tout ce que ça comporte comme responsabilité autonome d'une classe. Donc, toutes les trois, parce qu'on s'est rencontrés toutes les trois, et on a essayé on s'est attardé au type d'accompagnement qu'on mettrait en place. Mais encore là, on a vite fait s'entendre sur l'importance d'associer les nouveaux enseignants au type d'accompagnement qu'on voulait leur offrir. Alors, on a jugé également, une chose qui est importante de vous dire, c'est qu'on a jugé que c'est très important d'informer les autres enseignants de la démarche qui était entreprise et les délégués syndicaux. Parce qu'on se disait, dans le fond, il faut que tout le monde soit au clair avec l'intention qui est poursuivie. C'était vraiment dans le but d'aider les nouveaux enseignants. Et l'intention aussi, c'est de clarifier le rôle de la personne ressource et le rôle de la direction. Alors, c'est une démarche qui s'est faite en toute transparence. Les modalités d'application, je voudrais que c'est une démarche qui s'est donc échelonnée sur 2 mois intensifs. Il y a eu quelques rencontres collectives, mais surtout des rencontres individuelles, justement en nombre varié, dépendant des besoins manifestés par les nouveaux enseignants. Le travail s'est traduit par l'observation en classe. Certains ont accepté d'être filmés pour pouvoir faire l'analyse de la vidéo par la suite avec Mme Jolin. Il y a eu également une analyse rigoureuse de leur planification, des contenus d'apprentissage et des interventions qui étaient menées auprès des élèves qui présentaient des problèmes de discipline ou de motivation. Mme Jolin les a également invités à porter une attention à l'organisation physique et matérielle de leur classe. Donc, le suivi entre les rencontres s'est fait soit par téléphone ou par courriel, dépendant de la personnalité des personnes. Et
À la toute fin de la démarche, chacun a rencontré individuellement Mme Jolin pour faire un bilan et porter un regard réflexif sur les acquis et elle en a tout identifié aussi les forces et les défis. Alors, les impacts, la démarche a été, bien entendu, positive pour tout le monde, tant les enseignants, le personnel de l'école que moi-même à la direction. Il y a eu des bonnes prises de conscience aussi. Ce que les enseignants spécialistes en ont dit, c'est qu'ils ont réalisé l'importance et la nécessité d'avoir une excellente préparation de classe, un menu pédagogique riche. Ils ont réalisé aussi les risques encourus lorsqu'on délègue notre autorité comme professeur. Ils ont réalisé aussi l'importance, et pour les professeurs spécialistes, ça revêt quelque chose de particulier, de faire alliance avec les titulaires des classes. Les élèves ne leur appartiennent pas. Hein? Alors ça, c'est quelque chose qui a été réalisé en particulier par le professeur d'éducation physique. Ils ont réalisé aussi l'importance d'être attentifs et sensibles au climat de leur classe et d'avoir en tête un plan B. C'est très important. Et pour moi, pour ma part, j'ai été très heureuse d'avoir associé l'ensemble du personnel à la démarche. On a un rôle à jouer qui est différent. Hein? En début d'année et en cours d'année, on veut soutenir, on veut aider. Mais c'est inévitable qu'on doit à un moment donné aussi juger. Et les choses avaient été clarifiées et dites en début d'année scolaire. Ça a facilité beaucoup la démarche. Il faut aussi, bon, c'est pour ma part, c'est tout. J'ai réalisé qu'on doit aussi faire très attention au discours qu'on tient à nos jeunes. On leur parle, nous, comme direction d'école, beaucoup de gestion de classe. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a l'arrière de ça. Et il y a les contenus pédagogiques qui sont importants à développer, la planification. Alors, pour ma part, ça, c'est l'impact que ça a eu sur moi. Et de ne pas sous-estimer non plus tout ce que l'on doit dire à nos jeunes enseignants. On a des ailes en soi, on pense que c'est connu, c'est su, mais il ne faut pas hésiter à tout dire. Graduellement, on a repris dans mon école le contrôle de la situation. Chacun a repris son souffle. La confiance a été regagnée. Puis quand on est plus confiant, on contrôle mieux les situations également. Donc, j'invite Fabien Giguère, qui est coordonnateur au service des ressources humaines, et Mme Odette Lessard, qui est directrice des services éducatifs, à nous présenter leur expérience. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire une brève introduction et ça reste Mme Lessard qui va poursuivre pour la pratique vraiment gagnante chez nous. Seulement pour faire une brève historique, le programme de mentorat chez nous existe depuis maintenant 4 ans. Au départ, il a débuté très lentement parce qu'il était sur inscription volontaire des membres et du personnel enseignant des novices. Et ça a parti très graduellement. Et c'était très associé au départ à si je vis un problème, je vais m'inscrire et je vais aller me chercher un mentor. Donc, on a voulu défaire ce canevas-là pour changer drastiquement d'une façon de faire. Donc, depuis 2 ans, on l'a mis obligatoire, le programme chez nous. Donc, c'est un impact majeur parce que chez nous, c'est quand même, on a une grande commission scolaire, près de 18 000 élèves. Donc, des nouveaux enseignants, on a environ une centaine de nouveaux par année. Donc, cette année, nous avons 75 nouvelles personnes inscrites au programme de mentorat. Vu que le programme est sur une base de 2 ans, donc on a au-dessus de 150 personnes actuellement qui suivent le programme de mentorat. Donc, c'est assez majeur comme programme chez nous. Nous avons des formations autant pour les novices que des formations pour les mentors. Je ne vais pas plus loin, on y va immédiatement avec la pratique gagnante. Bonjour, vous voyez que c'est un projet en collaboration ressources humaines et services éducatifs. Maintenant, le programme de mentorat, incluant les formations pour novices et mentors qui s'offrent en cours de journée, on offre pour les nouveaux enseignants des formations en soirée. On nous offre en soirée compte tenu des problèmes de suppléance que ça pouvait occasionner. On offre donc sur les 2 années du programme 6 formations en soirée et les enseignants ont 3 ans pour les suivre. Ce sont des formations qui actuellement sont obligatoires. On a dans nos formations en soirée, on a par exemple relation avec les parents, relation avec la communauté, la direction des pairs, plan d'intervention, gestion de classe.
formation, vous voyez peut-être que notre programme a eu certaines critiques, d'abord de par son caractère obligatoire, ensuite de par l'obligation de formation en soirée. Vous connaissez la situation des nouveaux enseignants, c'est exigeant. Donc, notre problématique, nous, cette année, situait à la formation qu'on offre doit répondre aux attentes au niveau de la satisfaction et au niveau de la rentabilité. C'est-à-dire, c'est un investissement qui doit être aidant pour les nouveaux enseignants. Dans notre pratique gagnante, remédier ou améliorer notre situation, a été d'intégrer la démarche de co-développement dans les formations. Et la démarche de co-développement, en fait, c'est une approche qui mise sur le groupe en vue de l'amélioration de la pratique professionnelle. Donc, on a des formations qui ont été offertes avec un groupe de nouveaux enseignants, mais auxquels se joignaient les enseignants experts. Et les formations partaient de situations concrètes, des situations qui demandaient à l'enseignant de se construire dans l'action, qui demandaient de la réflexion, pas juste des problématiques. Et c'est ensemble, en équipe, qu'il y avait tout un éventail de solutions qui étaient apportées. C'est donc à partir de la pratique qu'on faisait le lien avec les concepts, les cadres de référence, qu'il y avait un lien théorie-pratique qui se faisait. L'impact, la satisfaction des participants pour l'ensemble du programme d'insertion professionnelle. On le remet en question, notre programme, on cherche à l'améliorer à chaque année. Puis on s'était dit, on va vivre 2 ans, comme on l'a conçu. Maintenant, on est allé re-questionner. On re-questionnait, entre autres, le nombre de formations. C'est quand j'ai reçu, entre autres, les évaluations des nouveaux enseignants qui y participaient, et la grande satisfaction pour l'approche de co-développement, où est-ce qu'on disait des commentaires comme enfin, on part vraiment de ce que je vis dans mon école et je ressors avec plusieurs solutions à expérimenter dans mon école. Je ressors avec peut-être un groupe en réseau, un groupe d'enseignants avec qui j'ai partagé et en qui j'ai confiance. Alors, l'impact, c'est que l'approche de co-développement, on tentera de l'instaurer dans toutes les formations qu'on a. Et peut-être qu'au lieu d'offrir nos formations sur des thèmes précis, exemple, relation avec les parents, ce sera peut-être plus large à partir vraiment des besoins des enseignants. Vous avez des commentaires comme c'est en soirée, mais ça répond à nos besoins, on sort de là, on s'est construit à partir de notre pratique. Donc, on va réviser pour l'an prochain, c'est sûr le nombre de nos formations aussi, mais on va réviser aussi nos contenus de formation, l'approche avec laquelle on passe aux formations. On pense même se servir aussi de l'école éloignée en réseau, créer des groupes de réseau et d'échanges à partir de situations des enseignants. Alors, ça fait le tour de notre approche qui était gagnante pour nous dans notre contexte cette année. Merci Mme Lessard, merci M. Giguère. On reste toujours dans la belle région des Appalaches et on s'en va se côté de la commission scolaire Côte-du-Sud. Mme Marmette, Denise Marmette, qui est conseillère pédagogique, et Mme Sophie Marcoux, qui est directrice enseignante au primaire à l'école du Phare. Et oui, puis dans un des plus beaux villages du Québec, Saint-Michel, sûrement. Moi, je suis responsable du programme d'accompagnement des jeunes enseignants qui s'appelle le programme TAGE, qui existe à peu près depuis environ 4 ans à la commission scolaire. En gros, le programme comprend vraiment 2 volets. Il y a un volet mentorat. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mon coup de cœur, que j'ai appelé Voyage au cœur d'une pratique. Ce sont des rencontres de groupes d'analyse réflexive qui permettent aux gens d'analyser leur pratique. C'est un peu une forme d'accompagnement, de formation continue aussi. Alors, nous avons les 2 volets et actuellement, ce service est offert aux enseignants et enseignantes du préscolaire primaire et du secondaire. On invite les gens librement à s'inscrire à ce programme. Les enseignants qui ont 5 ans et moins d'expérience. Ils ont des libérations, une demi-journée par mois, c'est-à-dire 4 jours durant l'année. Pour venir à ces rencontres de groupes d'analyse. Actuellement, dans la commission scolaire, il y a à peu près 25 à 30 personnes qui sont inscrites à ce volet. Alors, les besoins des nouveaux enseignants, quand on a conçu ce programme-là, on a tenu compte des besoins ressentis par les nouveaux enseignants. Je pense que les sketchs ont parlé par eux-mêmes. Je devais vous en parler un peu, mais j'ajouterai rien à ça, parce qu'on sait que les enseignants, au début de carrière, ils se retrouvent fréquemment avec des responsabilités diversifiées. Il y a un volet que je veux, une catégorie de personnes dont je veux quand même vous parler, c'est les
professionnels, qui souvent sont les grands oubliés dans ces programmes de mentorat. Alors, dans ces programmes d'accompagnement des jeunes enseignants. On a comme fait un petit clin d'œil pour eux depuis 1 an. Alors, c'est sûr, le nouvel enseignant a besoin de parler de ce qu'il vit, de partager tant ses bons coups, parce qu'il y en a beaucoup des bons coups quand on prend le temps de les écouter, et de ses difficultés, des difficultés qu'il rencontre aussi, l'enseignant a besoin de parler de ça. Il a besoin d'être écouté, d'être accompagné, bien sûr, mais surtout d'être reconnu. La reconnaissance, c'est souvent ça qui donne des ailes aux jeunes enseignants et qui les encourage à accepter de relever des nouveaux défis. La reconnaissance de la part de ses pairs, de la part des parents, des enfants, de la part des directions d'école. Je pense que c'est important que le jeune enseignant se sente reconnu dans ce qu'il fait. Il y a aussi besoin de partager des outils concrets, que ce soit pour mieux gérer la classe ou bien pour offrir des activités de qualité à ses élèves. Alors, c'est un peu tout ça qu'on avait regardé. La pratique gagnante, qui s'appelle groupe d'analyse réflexive, je vous raconte un petit peu de quelle façon ça se passe. Une fois par mois, comme je vous disais tout à l'heure, les rencontres sont organisées afin de permettre aux nouvelles enseignants de prendre un temps d'arrêt et d'échanger sur ces expériences. Cette année, nous avons 3 groupes. Il y a 2 groupes d'enseignants à contrat et un groupe pour les suppléants occasionnels. Le groupe pour les suppléants occasionnels, les rencontres se font sur les demi-journées pédagogiques pour éviter de leur faire perdre des moments où ils peuvent aller remplacer. Elle regroupe de 8 à 12 enseignants dans un lieu le plus central possible parce qu'on a une commission scolaire avec un très grand territoire. Alors, c'est pour ça qu'il y a 2 groupes dans le fond, puis il y en a un dans chacun des secteurs. Évidemment, ça évite des trop grands déplacements. Alors, ces journées-là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire en quelques mots un peu le déroulement de ces rencontres-là, comment ça se passe. En premier lieu, on prend le temps de s'accueillir, de se dire bonjour, comment ça va, d'accueillir les participants, parfois par une petite activité symbolique où on prend le temps d'écouter où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et maintenant. Ils ont laissé leur classe à midi, puis à 1h15, 1h20, ils sont là, et puis ils sont qui aujourd'hui. Ensuite, chaque personne est invitée, ça c'est obligatoire, à partager un bon coup qu'ils ont vécu pendant le mois qui a précédé. Alors chacun se dit, hey, moi dans ce mois-ci, j'ai réalisé telle chose. C'est pas besoin d'être le coup du siècle, là, mais ils se réalisent, des fois ils arrivent, ils disent, ah non, j'en ai pas de bon coup. Mais finalement, entendre parler de, ah oui, c'est vrai qu'avant ça, j'ai fait telle chose. Alors, c'est valorisant pour eux, que là, la reconnaissance. Ensuite, se fait le choix d'une situation éducative qu'un participant accepte de nous partager. Ça veut dire qu'on sort d'une situation éducative vraiment concrète que la personne a vécue. Par la suite, cette personne est invitée à exposer cette situation pendant que les autres l'écoutent. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas pendant ce temps-là. Ils prennent le temps d'écouter. Je pense que c'est important, ça permet de... Puis je trouve que de plus en plus, depuis que je fais ces rencontres de groupe-là, les jeunes écoutent davantage, prennent le temps davantage d'écouter. Après s'être assuré de bien comprendre la situation, on élabore des hypothèses, d'abord explicatives, puis on fait un inventaire des possibilités d'action dans le cas de cette situation-là qui est proposée. Des choses qui peuvent être émises. Après ça, il peut y avoir des propositions de résonance dans le sens de dire, ah ben oui, moi aussi j'ai déjà essayé telle chose, je suis arrivé dans cette situation-là, puis j'y vais telle affaire, telle affaire. Alors, je pense que c'est important aussi de partager l'expérience. C'est à partir de cette réflexion et de ces propositions que l'enseignant qui a apporté sa situation construit sa solution. Parce que c'est l'enseignant qui a présenté sa situation qui construit sa solution. On termine par un retour sur la rencontre en se partageant ce que l'analyse de cette situation nous a apporté tant sur le plan personnel que professionnel. C'est vrai, au début de chacune des rencontres, un retour est fait sur la rencontre précédente. On demande à la personne qui a présenté le mois précédent de nous dire, puis où est-ce que tu en es avec les choses que tu as faites. Alors,
Au début de chaque rencontre, on fait ça, on donne la parole à la personne. Ces rencontres-là ont la couleur que les participants veulent bien leur donner parce qu'elles s'organisent à partir des besoins exprimés, des expériences qu'ils acceptent de partager. Sophie, qui participe au groupe depuis 2 ans, va vous dire les retombées. Peut-être qu'elle a participé des retombées. Témoignage. 2 minutes. 2 minutes. Parfait. Alors, pour ce qui est des retombées, pour ma part, je parle aussi au nom des collègues qui participent au groupe d'analyse. Moi, ça fait 2 ans que j'y participe. J'espère pouvoir en tout cas bien vous convaincre parce que nous, on l'est beaucoup, on est contents quand arrive cette demi-journée-là de se retrouver ensemble et de discuter. Ça m'a permis de réfléchir sur mon enseignement, naturellement, et d'apprendre de mes expériences. J'ai appris à respecter surtout mes limites, me respecter aussi. Prendre un temps d'arrêt, c'est la demi-journée, ça c'est vraiment spécial qui nous l'offre. On est payé aussi pour le faire, pour bien cerner ce qu'on veut et ce qu'on veut moins intégrer dans notre pratique, pour être plus efficace dans nos interventions. Ça donne aussi beaucoup de confiance, tu en as parlé Denise, en lien avec le point que je viens de dénoncer. En se connaissant davantage, en établissant nos limites, on agit avec plus de confiance. Dans les groupes d'analyse, j'ai aussi appris à m'affirmer en tant que professionnelle à part entière, en partageant mon expérience, parce que c'est nous, c'est tout des filles qui commencent. Alors c'est nos petites expériences qu'on partage, puis ça fait une différence, puis c'est valorisant de conseiller ses collègues. Les stratégies d'enseignement aussi, j'en ai appris de nouvelles, j'ai découvert de nouvelles façons de faire. Les nombreux échanges m'ont permis de découvrir une foule de trucs pratiques, très pratiques aussi. On s'échange à réinvestir dès le lendemain, ou souvent c'est des choses qu'on pense que c'est pratique. Comment m'expliquer? Je pense qu'on retient beaucoup de ce qu'on parle parce que ça vient vraiment de nous. Et puis, même si ça se passe dans 1 an ou 2 ans, je suis certaine que je vais m'en souvenir. Moi, c'est comme ça que je fais ça. Ça nous donne aussi un nouveau regard sur la profession. Ça me permet d'apprécier le métier. Ça me permet de l'apprécier parce qu'on partage nos bons coups. Puis on est fiers de nous souvent, puis on s'encourage. Hey, c'est bon ce que tu as fait, je le note, je le refais souvent. On s'est donné plein de bonnes idées. On s'informe aussi davantage, on s'échange des idées de lecture à faire sur un sujet précis, des sites internet, des ressources aussi qui sont disponibles dans notre milieu, à la Côte du Sud, par exemple, si j'ai un gros problème en comportement. Quand je suis arrivée, je ne savais pas nécessairement que c'était Alain Paquette qui s'occupait des gros troubles de comportement. Mais là, on échange des informations importantes qui peuvent nous aider. La relation avec les autres, les élèves, les parents, les collègues, ça nous aide aussi à améliorer nos relations. C'est en discutant de nos inquiétudes par rapport aux relations qu'on entretient dans le milieu qu'on s'aperçoit qu'on vit sensiblement les mêmes choses. Et puis, on échange des pistes de solutions efficaces pour mieux coopérer avec les autres. Alors, on les met en application, puis on en rediscute ensuite. Alors, on y pense, on y réfléchit, on l'applique, on en rediscute, puis on améliore, on cesse d'améliorer nos relations, nos interventions. Finalement, le point culminant, briser l'isolement, on en a parlé déjà aussi beaucoup dans le CNF, moi je trouve que c'est très important. Le mot d'ordre dans nos rencontres, Denise l'a mentionné souvent, c'est vraiment la confidentialité, parce qu'on est toutes des filles qui viennent de milieux différents, on voit des postes qui sont souvent les mêmes, c'est la confidentialité et aussi la bienveillance, être bienveillante avec ce que les autres filles nous apportent. Puisque les participants respectent ces conditions-là, mais c'est facilitant de partager nos craintes. Moi, je n'ai jamais eu crainte de partager mes moins bons coups, personne n'en a. On se sent supporté sans être jugé. Ça aussi, c'est vrai. Alors, je terminerai en soulignant la force du groupe. Souvent, on arrive, on énonce une problématique, puis on a un grand tableau, puis on remplit, on écrit nos pistes de solutions, puis on se dit, on ne sera jamais capable de trouver quelque chose pour t'aider, ou pas qu'on ne sera pas capable, mais on doute un peu. Alors, une fille aimait une solution, une autre renchérit, puis on finit par remplir le tableau, puis on s'impressionne nous-mêmes. Alors, ça se termine très souvent comme ça, c'est la force du groupe. C'est terminé. Merci. Je présente Mme Lorraine Godin et M. Jean Lachance. Lorraine m'appelait à dire que c'est une ex-retraitée. Donc, Lorraine et Jean qui est toujours très actif parmi nous, enseignant au secondaire, l'école Louis Jobin, Saint-Raymond.
Et donc, c'est 2 personnes donc, qui interviennent, qu'on appelle chez nous coordonnateurs, coordonnatrices du programme de PADC qui vont vous présenter. Alors, les chiffres pour le prof de maths, juste vous faire un petit tableau de la commission scolaire. On a 18 écoles primaires, 5 écoles secondaires, un centre de formation professionnelle. D'accord. Comme ça, vous m'entendez? Oui. Alors, je disais une clientèle d'autour de 5700 ou 5800 élèves répartis primaires, secondaires, 353 enseignants. 181 au primaire, 172 au secondaire, et là-dessus, 70 nouveaux enseignants sous contrat, dont 28 mentorés, suivis par 16 mentors. Et voilà pour les chiffres. Pour vous dire que ce matin, on parlait de mentors qui ne mentorent pas. Alors moi, j'ai la prétention de dire que nos mentors mentorent très fort. Donc, notre programme d'accompagnement en début de carrière existe depuis 5 ans. 3 grands volets où les nouveaux enseignants peuvent s'engager de façon tout à fait volontaire à la carte. C'est-à-dire des formations, qu'on appelle formation, nous c'est sur temps de classe, et des ateliers sous forme de 4 à 7, le jumelage mentoral et un service de consultation de documents de référence. Alors, on nous parlait du souci de nos mentors à accompagner professionnellement nos nouveaux enseignants. C'est la raison. Alors, la problématique qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la formation de nos mentors. Alors, le programme de la commission scolaire depuis 5 ans est basé sur le document, les 12 compétences professionnelles, la formation à l'enseignement, qui date, je crois, de 2001. Alors, donc, comme c'est la base du programme, les mentors se devaient de connaître les 12 compétences professionnelles. Donc, on a basé la formation là-dessus. Et en même temps, on se disait, comme la formation universitaire est basée sur les 12 compétences professionnelles, ça faisait quand même un beau lien entre la formation et la pratique. Ça se développe comment maintenant, les 12 compétences professionnelles? Alors, on a développé un plan de formation. On a eu d'abord des ateliers de familiarisation pour les mentors, des ateliers qu'on a bâtis à l'interne. On a aussi invité des gens de l'externe. Jean vous parlera tantôt des formations qui ont été données à nos mentors. On a ciblé aussi les compétences les plus susceptibles de questionner les nouveaux enseignants. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'on a ciblé l'acte d'enseigner. On a touché aussi à la culture, à l'éthique. Donc, on avait des formations qui étaient jumelées, qui étaient données, c'est-à-dire autant pour les mentors que pour les mentorés. On a aussi bâti au niveau du programme un document qui s'appelle les 12 compétences professionnelles à travers les gestes quotidiens. C'est-à-dire qu'on a pris les composantes des compétences professionnelles et on a essayé, je vous dirais bien humblement, d'associer des gestes qu'un enseignant pose avec chacune des 12 compétences professionnelles. Et aussi, les enseignants avaient comme préoccupation un accompagnement efficace. Les mentors se disaient, on est des professionnels qui accompagnent des professionnels. On se doit d'avoir des informations de professionnels à donner, des ressources de professionnels à donner. Et ça prend aussi d'abord, quand tu es un mentor et tu as une relation avec un mentoré, il faut d'abord établir une relation de confiance. On avait aussi comme accompagnement efficace de susciter une approche réflexive avec le jeune enseignant. On avait aussi toujours à soutenir le développement des compétences professionnelles. Donc, les mentors avaient et ont encore le souci d'être bien outillés. Et ça se développe comment, cette efficacité-là? Eh bien, c'était encore avec des formations qu'on leur a données. Il fallait d'abord que le mentor connaisse sa pratique personnelle, il fallait qu'il se connaisse mieux, il fallait qu'il fasse le point sur son savoir, qu'est-ce qu'il a à offrir, pour ensuite être capable de vraiment l'offrir. Juste quelques idées de thèmes de session de formation qui s'adressaient aux mentors seulement. Et les mentors sont dégagés pour y participer. Se connaître en tant que pédagogue, connaître le rôle de mentor versus celui d'un coach. Connaître les différents rôles du mentor, ça revient à plusieurs fois. La place du questionnement. Connaître le langage du corps, la culture, l'éthique,
les formations qu'il y a eu là-dessus. Puis nos mentors ont aussi accès à toutes les formations qui s'adressent aux nouveaux enseignants. Alors, autre mesure, c'est des mesures de soutien pour aider nos mentors. C'est-à-dire, bon, on a parlé un peu du développement de certains outils comme les gestes associés aux compétences professionnelles. Et on a fixé des rencontres périodiques entre mentors pour que les gens puissent faire le point, partager sur leur vécu d'accompagnateur. Et bien sûr, une rencontre annuelle pour planifier l'année qui va suivre. Par ailleurs, on a aussi développé certains documents, certains outils, mais c'est ad hoc quand les gens disent on aimerait ça avoir une grille d'observation des nouveaux enseignants en classe, on essaie de trouver des références, faire quelque chose avec ça. Donc, on répond aux attentes de nos mentors. Alors maintenant, les impacts que ça a, on l'a séparé en deux. On s'attarde plus sur l'impact pour les mentors. Alors, les mentors sont ainsi assurés d'être mieux outillés. Ils ont l'obligation d'une pratique réflexive. Le terme est peut-être fort, mais par contre, si toi, tu es quelqu'un qui doit susciter la pratique réflexive, encore faut-il que tu sois assez bien outillé, merci. Ils ont le privilège d'une formation continue. J'entendais Mme Descoteaux ce matin qui disait que c'est vraiment important. Alors, une formation continue. Il y a des mentors qui disaient on est privilégié d'avoir toutes ces formations-là. Je reviens dans mon école et je suis comme un peu un rayonnement. Je deviens presque une personne ressource, pas seulement avec les jeunes enseignants, mais avec mes collègues de travail. Alors, il y avait aussi un sentiment d'appartenance et une occasion de partage. Donc, comme je vous disais, dans ton milieu, quand tu reviens. Et sur les nouveaux enseignants, on vous a simplement cité une phrase qui a été écrite dans l'évaluation, parce qu'à chaque année, les mentorés, c'est-à-dire les jeunes enseignants, sont appelés à évaluer le programme. Et c'est une phrase qu'on a lue dans nos évaluations. Le mentor est très aidant, il nous permet de plein de choses, mais surtout de mieux nous questionner sur notre pratique. On a parlé beaucoup primaire, secondaire. Je pense que notre secteur de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes mérite beaucoup d'attention de notre part également. Donc, j'inviterai M. Normand Lessard, qui est directeur de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes dans la commission scolaire Beauce-Chemin, ainsi que Nathalie Blondin, qui est directrice adjointe du Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes du Centre Poseur. Chez nous, on peut dire qu'on est très privilégié à Beauce-Chemin. C'est du fait qu'au niveau de l'insertion professionnelle des enseignants, le service des ressources humaines chez nous accorde énormément d'importance au secteur FP adulte. Et à ce volet-là, c'est sûr que les réalités sont différentes. Et c'est pour ça que l'exemple qui va vous être présenté ce matin, c'est une adaptation, bien sûr, de l'insertion professionnelle qui peut se faire en formation professionnelle. Parce que chez nous, c'est des gens de métier qui développent par la suite le goût d'enseigner. Donc, il faut comprendre d'entrée de jeu que ce n'est pas des gens qui ont une formation de base en enseignement qui arrivent chez nous. Donc, c'est pour faire face à cette réalité-là et à l'analyse du marché, c'est bien certain qu'on est collé sur les entreprises. L'expérience, c'est qu'on a développé, c'est Mme Blondin et moi-même, parce que avant d'être directeur de service, j'étais directeur de centre avec Mme Blondin, c'est qu'on s'est inspiré d'un modèle de fonctionnement de coiffure Marcel Pelchat. Hein, vous allez dire, comment ça, eux autres? C'est bien simple. Il faut comprendre qu'en 2003, coiffure Marcel Pelchat a été décernée comme meilleure entreprise de service en Amérique du Nord par une étude faite par l'université UCLA. Et donc, c'est pas rien, et c'est une entreprise de notre région, une entreprise qui engage de nos élèves finissants. Donc, on avait un lien très privilégié avec eux, et qu'on a questionné M. Pelchat et son équipe, tout ça, on s'est dit, je pense qu'on est capable de partir quelque chose, un modèle intéressant. Parce qu'une chose importante, c'était toute la transmission de valeurs et de façon de faire de l'entreprise qu'on voulait propager, nous également, c'est au Centre de formation professionnelle Poseur. Donc, c'est la problématique à laquelle on faisait face. Écoutez, on partait d'un centre qui avait 320 ETP, que là, maintenant, on en est rendu à 645 ETP. Donc, on a plus que doublé notre clientèle au centre. Nécessairement,
vient l'embauche avec tout ça. Donc, on avait embauché massivement, en collaboration avec le service des ressources humaines, de nouveaux enseignants, principalement en santé, en charpenterie, menuiserie. Donc, où est-ce qu'on est passé en santé là, de 4 enseignants à 32 et de 4 enseignants en charpenterie, menuiserie à 10. Et ça à l'intérieur de 2 ans. Donc, vous voyez la dynamique à laquelle on devait faire face en collaboration avec les ressources humaines. Comme je le disais tantôt, aucune formation initiale en enseignement. Nos gens ne savent rien là-dedans. Okay? Ils savent comment montrer, tout ça. Bon, bien souvent, c'est des gens qui ont déjà montré à des pairs, tout ça, sur le plancher des vaches, mais jamais un groupe d'élèves. On voulait également, le défi qu'on s'était relevé, Mme Blondin et moi-même, c'était d'inclure la démarche dans un processus de formation continue qualifiante. Comment c'est qu'on était capable de rendre ça qualifiant, ce processus-là? Parce qu'il faut comprendre que dès que l'enseignant est embauché, il doit entreprendre une démarche, après ça, de s'inscrire au baccalauréat en enseignement de la formation professionnelle et technique. S'assurer de la création d'un réseau dans le centre. Donc, on en a parlé beaucoup dans le sketch, les sketchs ce matin, tout le réseau d'information et de communication, comment c'est important. Et puis de familiariser les nouveaux enseignants à la culture organisationnelle, tant du centre que de la commission scolaire. Donc, tout l'aspect valeur, donc on voulait s'assurer que ce soit transmis. Donc, maintenant, Mme Blondin va vous expliquer toute la démarche. Alors, un peu comment on a fonctionné dès le départ. C'était une démarche concertée également conseillère pédagogique et direction. Donc, on a vraiment travaillé ensemble sur le projet. Donc, la formation s'est donnée également ensemble. C'est-à-dire qu'on avait la direction et la conseillère pédagogique qui participaient aux formations. On a intégré à l'intérieur de ça, évidemment, moi je ferai un petit peu le parallèle aussi avec la voiture de tout à l'heure. La voiture, je la comparais un petit peu à le rythme. Hein? On est vite, hein? Ça va vite, on est dans le roulement, un peu comme on le voyait tout à l'heure avec le sketch. On l'a arrêté la voiture. Moi, la formation, pour moi, c'est l'arrêt de la voiture pendant une période de 15 heures. C'est pas beaucoup, puis en même temps, c'est beaucoup. Parce qu'à l'intérieur de ça, on a également fait un arrimage avec notre supervision pédagogique et avec toute la préparation de cours des enseignants, tout ce dont ils ont besoin. Il y avait des rencontres individuelles également, à part de ces 15 heures-là, avec les enseignants et la conseillère pédagogique. Donc, au départ aussi, on se disait, le contenu, c'est important, effectivement, mais le comment on va présenter cette formation-là est tout aussi important que le contenu de la formation. On voulait véhiculer nos valeurs de centre, nos valeurs de commission scolaire à l'intérieur de cette formation. Donc, on s'est beaucoup préoccupé de la façon. Au tout début de chaque session de formation, on avait ce qu'on appelle un panier de questions, où les gens pouvaient poser leurs questions, leurs préoccupations, on mettait ça à l'intérieur du panier et on répondait aux questions des enseignants au tout départ. Donc, au niveau du contenu, on avait 5 thèmes, c'est-à-dire la planification stratégique de la commission scolaire et le projet éducatif du centre. C'était le premier 3 heures. Par la suite, on a travaillé avec les outils pédagogiques du MELS. Ensuite de ça, on a travaillé au niveau de l'activité globale, planification de modules et plan de leçons. Ensuite, on a travaillé l'évaluation dans le 4e volet. Et pour terminer, on allait vers l'animation et la gestion de classe pour laisser le temps à nos nouveaux enseignants de vivre un peu en classe et qu'il y ait un peu d'expertise à ramener pour discuter ensemble par la suite. Et on se dit aussi que la préparation est intimement liée à la gestion de classe, donc elle vient avant cette problématique. On voulait aussi que nos enseignants développent un réseau, c'est-à-dire on avait différents départements d'intégrer. Et ce que ça a eu comme impact sur nos enseignants d'expérience, ils nous ont dit, bien, comment ça, nous autres, on aurait aimé ça avoir ça au tout début. Alors, on leur a dit que pour eux, bien, vous pouvez venir avec nous autres. Vous savez, on ne les a pas obligés, mais on leur a ouvert la porte. Et les gens se sont inscrits. Actuellement, on a à peu près 75% de tout le personnel du centre qui a suivi la formation.
Donc, ça a fait un échange également, ça a créé un lieu d'échange entre les enseignants d'expérience et les nouveaux enseignants. Également, on a aussi un arrimage qu'on a fait avec l'Université Laval, qui ont travaillé avec nous. On a validé notre contenu de formation avec l'Université Laval. Donc, c'était intéressant aussi pour nos enseignants. On a plusieurs de nos enseignants, certains de nos enseignants qui font le cours avec l'Université Laval. Donc, on a créé un arrimage avec l'université. Au niveau des impacts, c'est bien certain, comme le disait M. Lessard tout à l'heure, nos gens arrivent, qui ont une grande expertise du marché du travail, qui ont des études dans le secteur, mais au niveau de la pédagogie, on voulait leur donner un petit plus tout de suite dès le départ. Donc, l'implication des enseignants d'expérience, évidemment. Taux de rétention de nos enseignants, donc on n'a pratiquement pas d'enseignants, ou très peu d'enseignants qui ont quitté, dans ceux qu'on a embauchés. Et également, comme je vous disais tout à l'heure, la supervision pédagogique intégrée. Maintenant, à l'heure actuelle, je vais boucler la boucle, monsieur. Ça débouche sur du co-développement. On a des enseignants maintenant qui travaillent avec nous pour remodeler cette formation-là. Comme je vous disais, il y en a plusieurs qui l'ont déjà suivi. Donc, on est en train de transformer cette formation en co-développement. Il y a du co-développement qui se fait au niveau de nos tuteurs. Et puis, il y a un arrimage un peu avec ce qu'on fait à la commission scolaire et le secteur des jeunes.